Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter donc le cours qu'on devait voir ensemble, avec la correction d'un exercice et la correction d'une activité TP sur l'électrolyse de l'eau. Déjà en quelques mots, l'intérêt de l'électrolyse de l'eau et pourquoi on voit ça en spécialité, pourquoi est-ce que c'est important. Je vous l'explique en deux mots, puis on fait la correction de l'exercice 3 sur l'osmose avant de faire cette correction d'exercice de TP sur le chapitre 3. Il faut savoir que les nouvelles énergies, notamment les énergies qui ne sont pas à base de ressources fossiles, sont des ressources d'énergie sur lesquelles il y a beaucoup de recherches qui sont menées, puisque vous savez que le réchauffement climatique est expliqué en très grande partie à cause de l'utilisation excessive des combustibles fossiles, comme le charbon, le pétrole, les gaz, etc. etc. Et donc, une solution qui a l'air de fonctionner, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une pile à combustible, donc on verra la semaine prochaine. Une pile à combustible, c'est comme une pile habituelle, c'est-à-dire qui fournit de l'électricité à partir d'une réaction d'oxydoréduction, mais au lieu d'avoir des oxydoréducteurs classiques, on a un combustible. Alors, ce combustible, le plus utile, c'est le dihydrogène, mais il existe des piles à combustible avec de l'éthanol, des liquides qui brûlent, ou des gaz qui brûlent. Et ce dihydrogène, comme son nom l'indique, il est constitué uniquement d'hydrogène, dihydrogène, donc sa combustion ne va pas générer de gaz à effet de serre, il n'y aura pas de CO2. S'il est produit proprement, à son utilisation, elle sera propre également. Et donc, une des méthodes pour produire ce dihydrogène, c'est l'électrolyse de l'eau. Justement, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qui va permettre de produire le combustible qui sera utile dans les piles à combustible, donc des piles propres entre guillemets. Donc on en a une petite illustration. Il faut une ressource d'énergie au départ pour pouvoir fabriquer ce gaz d'hydrogène qu'on voit symboliquement ici. Et puis on va voir dans la correction du TP que parallèlement il y a un autre gaz qui se forme, c'est le dioxygène. Alors c'est pas du tout gênant, bien au contraire, puisque ça ne rajoute que du dioxygène dans l'air, donc ça c'est pas du tout une contrainte. Ce qu'il faut, c'est que pour produire ce dihydrogène, il va falloir une source d'énergie extérieure, et bien entendu une énergie qui ne soit pas fossile. Donc c'est une façon de stocker l'énergie qui est intéressante à partir d'énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien ou d'autres choses éventuelles. On verra ça tout à l'heure. D'abord, l'osmose inverse. Donc dans la semaine dernière, on a vu que on pouvait un des enjeux importants de l'humanité, c'est de fournir de l'eau potable à tout le monde, et notamment une piste très intéressante, c'est réussir à dessaler l'eau de mer, puisque l'eau de mer, il y en a tant qu'on veut. Une des méthodes qu'on a vues la semaine dernière, c'est de faire de la distillation, c'est-à-dire chauffer, soit à basse pression, soit pas à basse pression, parce que c'est pas plus intéressant de chauffer à basse pression, et pour faire évaporer toute l'eau, et donc laisser le sel là où on a chauffé. L'eau qui s'évapore, cette vapeur, on la dérive ailleurs, et on la condense et on récupère de l'eau douce. Sauf que c'est une méthode qui est très coûteuse en énergie, parce qu'il faut faire bouillir des quantités d'eau phénoménales pour obtenir de l'eau douce. Une autre technique qui existe, c'est la technique de l'osmose inverse. Alors, dans les pays arides, certaines usines de dessalement utilisent le principe d'osmose inverse pour fabriquer de l'eau potable à partir d'eau de mer. L'osmose est un phénomène naturel de transfert de solvant à travers une membrane poreuse sous l'effet d'une différence de concentration. Le solvant diffuse au travers d'une membrane constituée de polymères pour diluer la solution très concentrée en ions. Donc, pour expliquer ça simplement, on peut séparer deux compartiments liquides d'une paroi semi-perméable. Et d'un côté, on met une solution peu concentrée en sel, de l'autre côté, une solution concentrée en sel. Et on va avoir des migrations des ions
qui vont s'opérer. Donc en appuyant sur le côté qui est très concentré en sel, on va forcer les ions, donc le sel, pardon, donc les ions, hein, à migrer et à passer de l'autre côté de la paroi. Donc en quelque sorte, progressivement, on va réussir à enlever un petit peu de sel qui était dans ce compartiment. Et si on fait ça avec un liquide qui est de moins en moins salé à côté, on va réussir progressivement à dessaler. Donc ce qui est expliqué ici, c'est que le phénomène d'osmose du solvant génère une force de pression, qui est notée pi ici. Un piston peut permettre d'équilibrer les pressions par application sur le compartiment de gauche d'une force de pression P égale à pi. Lorsque la pression appliquée par le piston est supérieure à la pression osmotique, on parle d'osmose inverse. La pression osmotique est donnée par la relation pi égale I fois C fois R fois T. Donc I, c'est le nombre d'espaces ioniques du soluté, C, la concentration molaire de soluté. Donc s'il y a deux types d'ions, bah, I vaut 2. Hein. R, c'est une constante, T, c'est la température en Kelvin, et P, c'est la pression en Pascal. Expliquer le terme de membrane semi-perméable. Alors peut-être auparavant, je vais vous projeter... Bah non. Je vous mettrai un lien d'une vidéo qui explique ce phénomène. Expliquer le terme membrane semi-perméable. Bah, une membrane semi-perméable, ça veut dire qu'elle laisse passer une partie des constituants seulement d'une solution. En général, elle laisse passer que le solvant, pardon, et pas les ions. Les ions, il reste, j'ai dit une bêtise, c'est pas les ions qui migrent, hein, c'est le solvant qui migre. Donc le solvant, j'ai dit une bêtise, en appuyant ici, c'est le solvant qui va changer de côté, et donc on va avoir une concentration de plus en plus faible ici. Donc si on compte, par exemple, symboliquement, le nombre de grains de sel qui sont ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, en appuyant ici, avec cette membrane semi-perméable, les 12, s'ils ont bien fait leur schéma, on doit les retrouver là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il en manque 2, là. Il en manque 2. Il doit y en avoir 12 toujours. En revanche, le nombre qui est ici n'a pas changé non plus. C'est le volume de solution qui a changé puisqu'on a fait migrer une partie du solvant en appuyant dessus. Donc la membrane semi-perméable, c'est une paroi qui laisse passer le solvant mais pas le reste. Comme un filtre en fait, en quelque sorte. Mais un filtre, il sépare pas le filtre, il sépare que ce qui est solide de ce qui est liquide. Une membrane semi-perméable, tous les constituants qui sont en phase aqueuse vont pas forcément passer à travers. Et il y en a certains ions qui vont rester bloqués par cette membrane. Expliquer pourquoi il est intéressant de récupérer la solution contenue dans le bac de droite après une osmose inverse. Comme on le voit dans le bac de droite, le volume de solution est plus grand qu'au départ. Par contre, la quantité de soluté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, est toujours la même, ce qui fait que la concentration en sel, elle est plus faible. Donc le passage du solvant a permis de diluer la solution de droite, alors que la solution de gauche est encore plus salée. Donc pour celle de gauche, je l'ai dit, hein, j'ai toujours 12 grains de sel, mais le volume il est plus petit. Donc c'est plus concentré. Donc on ne fait que augmenter la concentration du liquide qui était déjà concentré et de diminuer la concentration du liquide qui était déjà peu concentré. Donc en fait on amplifie les différences. Quelle est la caractéristique principale de la solution contenue dans le bac de droite après une osmose inverse? Eh ben, elle a la propriété d'être très peu concentrée en sel, c'est ce qu'on cherche, jusqu'à ce que ce soit potable. Proposer une définition de la pression osmotique, c'est la pression qu'il va falloir exercer sur le compartiment de la solution concentrée, donc la solution de gauche, pour obtenir un équilibre de mouvement du solvant entre les deux compartiments. Et calculer la pression osmotique en bar de l'eau de mer à 25 degrés. L'eau de mer sera assimilée à une solution à 3% en masse de chlorure de sodium. Donc là, il y a quelques calculs à faire pour utiliser la formule. Il faut calculer cette pression à l'aide de la formule qui est donnée. Par ailleurs, la masse volumique de l'eau de mer, elle est de 1 kg par litre, en simplifiant. Et pour calculer des degrés Celsius au degré Kelvin, il faut rajouter le facteur 273. Donc l'eau de mer est assimilée à une solution qui contient des ions Na+, et des ions Cl- uniquement. Donc
Ça veut dire que dans la formule indiquée ici pour la pression osmotique, le petit i va valoir 2, c'est le nombre d'espèces ioniques du soluté. Donc i, il vaut 2. Si on simplifie en disant que l'eau de mer n'est constituée que de sel, que de sel, c'est-à-dire Na+, et Cl-. C'est une simplification, mais bon, c'est pour faire le calcul. Ensuite, ce qu'on cherche à connaître, c'est la concentration. Puis la température, on la calculera facilement. D'abord, 1 litre d'eau de mer fait 1 kg, puisqu'on a une masse volumique de 1 kg par litre. Ce qui signifie que si j'ai 3% en masse de chlorure de sodium, ça veut dire que parmi ces 1 kg, ces 1000 grammes, j'en ai 3% qui sont du chlorure de sodium. Donc 3%, ça va me faire 3% de 1000 grammes, ça va me faire 30 grammes de NaCl. Or, la masse molaire de NaCl, quand j'additionne les deux masses molaires, Na et celle de Cl, ça me fait 58,5. Donc 30 grammes de NaCl, ça va correspondre à une quantité de matière que je vais obtenir en faisant petit m sur grand M. Donc dans 1 litre d'eau de mer, je vais trouver petit m sur grand M, c'est-à-dire 30 grammes de sel sur la masse molaire du sel, 58,5, ça me fait 0,513 mol de NaCl. Et ça, c'est dans 1 litre. Donc ça signifie que la concentration petit c, elle est de 0,513 mol par litre. Enfin, il me reste à calculer le T pour pouvoir faire le calcul de tous les termes. Grand T, c'est en Kelvin, donc ça va être 25 plus 273. Auparavant, on se méfie d'une chose qui est donnée ici dans la formule, c'est que la concentration du soluté elle doit être en mol par mètre cube. Donc si j'ai 0,513 mol dans 1 litre, alors dans 1 mètre cube, donc si c'est par mètre cube, je vais avoir 1000 fois plus, puisqu'il faut réunir 1000 litres pour faire 1 mètre cube. Donc si j'ai 0,513 mol pour 1 litre, alors je vais avoir 1000 fois plus, c'est-à-dire 513 mol dans 1 mètre cube. Voilà, c'est mal écrit. Donc j'ai 513 mol par mètre cube. Donc je calcule maintenant, j'ai tous les termes pour pouvoir calculer faire cette opération, cette multiplication. Donc la pression, ça va être I fois C fois R fois T. I, ça vaut 2. La concentration, 513 mol par mètre cube. R, c'est la constante qui est donnée, donc 8,31. Et je vais multiplier par la température en Kelvin, c'est-à-dire 25 plus 273. J'obtiens une pression de 2,5 fois 10 puissance 6 pascal, soit 25 hecto. Alors 25 bar. Oui, non, c'est bon, pardon. Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai rayé. C'est 25 bars, c'est ça. Puisqu'un bar, c'est 10 puissance 5 pascal. C'est noté quelque part, je sais plus trop où. Ici. Bon, voilà pour cet exercice-là. Je vous mettrai par mail un lien vers une vidéo qui explique le dessalement de l'eau de mer par osmose inverse, pour voir les choses un peu plus en animation. On passe maintenant justement donc à cette électrolyse de l'eau. Donc avant d'utiliser une pile à combustible, ce qu'on appelle, nous on verra la pile à hydrogène, il faut fabriquer cet hydrogène. Donc pour le fabriquer, on fait ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Donc il était demandé pour aujourd'hui d'aller lire le document, page 48 du livre, pour pouvoir répondre aux questions qui sont posées. En introduction, j'avais mis que pour économiser les ressources d'énergie fossiles, le développement des moteurs à hydrogène permettra peut-être un jour, espérons-le, de remplacer les moteurs à combustion, comme les moteurs essence ou diesel. Cette source d'énergie utilisant du dihydrogène et du dioxygène est déjà utilisée pour les vols spatiaux habités. SpaceX, là, avec sa fusée, le moteur, c'était un moteur à hydrogène. Le gros panache de fumée que vous voyez dessous, c'est de la vapeur d'eau, en fait. Par contre, ça signifie pas forcément que c'est neutre au niveau de l'environnement, parce qu'il a fallu produire
cet hydrogène, il a fallu fabriquer toute la navette, il a fallu dépenser énormément d'énergie pour fabriquer tout ce système. Donc faut pas regarder que ce qu'il y a à la fin, faut regarder l'ensemble. Donc expliquer ce que c'est qu'une combustion thermique. C'est ce que vous connaissez comme étant les combustions. Thermique, ça veut dire qu'en fait, il y a une bonne partie de l'énergie qui sera mise en jeu dans cette réaction chimique qui sera dégagée sous forme de chaleur. Donc un combustible du type charbon, pétrole, gaz naturel, etc. est brûlé dans le dioxygène en produisant des gaz chauds. Donc il y a beaucoup de pertes sous forme de chaleur. Donc c'est une combustion, on dit que c'est brûlé. Mais je peux avoir des oxydations ou des combustions qui ne sont pas thermiques, on va le voir. Les exemples de combustibles proposés dans le texte sont des sources d'énergie fossile. Pourquoi utilise-t-on l'expression énergie fossile ? Le charbon, le pétrole, les gaz naturels, etc. Ces combustibles produisent de l'énergie utile, mais ils proviennent de fossilisation de la matière organique. Vous le savez sans doute, la vie sur Terre, que ce soit des plantes ou des organismes, des êtres vivants autres que des plantes, peuvent se décomposer de façon très lente et produire des combustibles, des fossiles comme le charbon, le pétrole, le gaz naturel. Donc ce sont des plantes qui se sont décomposées sous le sol lentement, ça a pris des milliers voire des millions d'années pour former toutes ces réserves-là. Mais à la base, c'était des plantes ou des êtres vivants. C'était de la matière organique. En considérant la durée de vie des énergies fossiles et les conséquences écologiques de leur utilisation, précisez en quoi la pile à combustible est un progrès scientifique. La durée de vie des énergies fossiles et les conséquences écologiques, on le sait bien, les énergies fossiles, un jour ou l'autre, il n'y en aura plus. Et surtout, avant qu'il n'y en ait plus, il y aura des conséquences écologiques très importantes sur le climat notamment, qu'il va falloir gérer de façon urgente parce que sinon on sera un petit peu mal. On va voir si cet été on a de nouveau une canicule comme l'an passé, mais d'année en année on voit qu'on a de plus en plus chaud et c'est que le début. Donc les énergies fossiles sont non renouvelables. Une fois que j'ai pompé toute ma réserve de pétrole, je ne veux pas en avoir de nouveau. C'est-à-dire que ça ne se régénère pas aussi vite que je le consomme. Leur extraction et leur combustion produisent beaucoup de gaz à effet de serre, et donc d'un point de vue environnemental, c'est une catastrophe. Alors que dans la pile à combustible, il y a moins de perte d'énergie, puisqu'on perd moins de chaleur. Quand on brûle avec du feu, il y a beaucoup de chaleur qui se dégage. Si moi je veux faire tourner un moteur, mon moteur, mes roues vont tourner, certes, mais je vais avoir besoin de ventiler ma voiture parce qu'elle va beaucoup chauffer pour rien. Donc il y a un rendement qui est pas très bon. Je vais perdre l'énergie pour rien. Je chauffe l'atmosphère. Alors que la pile en combustible, elle produit de l'électricité, donc ça chauffe moins, donc il y a moins de perte d'énergie. Ce qui fait qu'il y a moins de pollution. De plus, la pile à hydrogène ne dégage que de l'eau. On va voir ça à la question D. Donc justement, dans la question D, il fallait écrire les deux demi-équations redox qui ont lieu dans la pile à combustible hydrogène-oxygène. On va déduire l'équation de la réaction d'oxydoréduction qui se produit. Donc, vous aviez les deux couples. H plus H2, H2O, je sais plus quoi, H2O, O2. Donc, si je veux l'écrire dans le sens réactif donne produit, le réactif de départ, c'est le dihydrogène que je vais chercher à faire réagir avec le dioxygène. Voilà les deux réactifs. Il y en a un qui va provenir d'un des deux couples et l'autre de l'autre couple. Donc pour écrire les deux demi-équations, je vais écrire les deux demi-équations en m'arrangeant pour les mettre tous les deux comme ils sont réactifs. Je vais les mettre à gauche de l'égalité. Donc là, je mets H2 à gauche de l'égalité. Je sais que d'après le couple qui se transforme en H+. Donc ça, c'était donné ici dans le texte. Les deux couples, ils sont là. Deux couples oxydant-réducteurs. Maintenant, il faut que j'équilibre ça. Je vois, la règle, c'est que j'équilibre tous les éléments différents de O et de H. Ensuite, j'équilibre l'élément O avec H2O. Et ensuite, j'équilibre l'élément H avec H+. Et enfin, j'équilibre les charges. Ici, j'ai directement à équilibrer H,
je n'ai qu'un seul H+ ici, là j'ai du H2, donc en mettant un 2 ici, c'est équilibré au niveau de l'élément hydrogène. Il me reste la charge, j'ai pas de charge ici, j'ai 2+ ici, donc je rajoute 2- de ce côté pour que ce soit équilibré. Quand je passe au dioxygène, j'écris O2 qui va donner H2O, d'après le couple qui était donné ici, O2 doit donner H2O. Je l'ai bien écrit dans le sens où réactif qui m'intéresse va donner le produit. Maintenant, ici je vois que j'équilibre d'abord l'oxygène, j'en ai qu'un seul ici, j'en ai 2 là, donc pour avoir 2 oxygènes de ce côté, je vais mettre un coefficient 2 devant la molécule d'eau. Ensuite je vais m'occuper des hydrogènes, j'ai 4 hydrogènes de ce côté, 2 fois 2. Il m'en faut 4 ici, je les équilibre avec H+, donc plus 4H+, et enfin la charge, ici c'est neutre, là j'ai 4+, donc je vais rajouter 4 électrons, 4-, pour que ça se neutralise. Maintenant, je dois faire l'équation globale de la réaction d'oxydoréduction qui se produit. Il va falloir que je combine ces deux-là. Je vois bien qu'elles ne s'échangent pas le même nombre d'électrons. Celle-là, elle en a 2, elle en cède 2, alors que celle-là, elle en a besoin de 4. Donc pour qu'ils s'entendent bien, on doit multiplier chacune des lignes par un coefficient pour que ça fasse le même nombre d'électrons. Celle-là, si je la multiplie par 2, je vais avoir 4 électrons. Celle-là, j'ai pas besoin de la multiplier, ou la multiplier par 1, ça marchera, je garde mes 4 électrons. Donc en multipliant toute cette ligne-là par 2, et en additionnant terme à terme, je vais avoir une équation qui est équilibrée. Donc je multiplie par 2 ici, et puis je fais le bilan. J'ai O2 plus 4H+, plus 2H2. Ensuite, de l'autre côté de l'égalité, je vais avoir 4H+, plus 4 électrons, mais je ne les mets pas puisque j'aurai 4 électrons de ce côté aussi, plus 2H2O. Quand je regarde ça, je vois qu'il y a quelque chose d'écrit qui est inutile, c'est les H+. J'en ai 4 de chaque côté. Je vais pouvoir les simplifier et me retrouver avec l'équation bilan suivante. 2H2 gazeux plus O2 gazeux vont donner 2H2O liquide. Et là, magie, on voit qu'à partir d'hydrogène et d'oxygène qui est en abondance dans l'air, donc juste ce carburant d'hydrogène, le gaz d'échappement n'est que de l'eau. Donc ça, c'est très intéressant. La question, c'est comment produire ce H2 de façon propre. Parce que ça sert à rien, si ça demande plus d'énergie et ça fait plus de dégâts sur l'environnement de produire du H2 que d'utiliser directement du pétrole, dans ce cas, c'est pas utile de faire une étape supplémentaire pour obtenir ce type de réactif. Donc cette réaction produit de l'eau et uniquement de l'eau, c'est ça qui est sur le papier très intéressant, si on fait les choses comme il faut. Alors, comment produire donc ce gaz-là? Ça, c'est vraiment la problématique. Le dioxygène, il est déjà abondant dans l'atmosphère, donc il n'y a pas forcément besoin de le produire. Il suffit d'utiliser celui qui est dans l'atmosphère. Mais H2, il faut pouvoir le produire. C'est là qu'intervient l'électrolyse. Donc pour faire l'électrolyse, on a un générateur de tension. Alors soit c'est un générateur ordinaire, j'utilise l'électricité dans mes fils, mais c'est expérimental pour montrer le principe de fonctionnement d'un électrolyseur. Mais sinon, c'est pas intéressant d'utiliser de l'électricité pour produire un combustible qui va me permettre de fabriquer de l'électricité. C'est pas très intéressant à part de stocker du dihydrogène. Ce qui peut être intéressant, c'est à la place de générateur, d'utiliser un panneau photovoltaïque ou des éoliennes qui produisent de l'électricité pas forcément tout le temps. Et au moment où ça la produit, je vais pouvoir stocker ça sous forme de dihydrogène et après le réutiliser quand je veux. Ça permet de stocker de l'énergie du soleil ou du vent au moment où ils sont produits et de les réutiliser ensuite au moment où j'en ai besoin. Parce qu'on n'a pas toujours besoin d'électricité au moment où il y a du soleil ou au moment où il y a du vent. C'est ça le problème. Alors, nos dispositifs, j'ai un espèce de bain dans lequel j'ai une solution ionique de sulfate de sodium. Et dans cette solution, j'ai 2 électrodes, qui sont ici par en dessous, qui sont reliées à des fils conducteurs qui bouclent le circuit sur le générateur, avec un ampèremètre et un voltmètre. De ça, j'en mesure tout un tas de caractéristiques en faisant varier le générateur de tension. Je constate que l'intensité et la tension varient, et puis je constate qu'il y a des bulles aussi qui se produisent aux électrodes.
Donc tracer la courbe caractéristique U égale F de I à partir de quelle tension l'électrolyseur peut fonctionner. Je vous ai donné les résultats expérimentaux quand on fait ça, en faisant varier U de 0 à 10 volts, de volt en volt. Je vais faire varier la tension qui est ici, en faisant varier le générateur. J'obtiens une intensité qui est d'abord nulle, puis après, en milliampères, qui augmente de plus en plus. Donc je vois qu'entre 2 et 3 volts, ça commence à produire de l'intensité. Et donc je vais tracer cette courbe, comme ça m'était demandé, de U en fonction de I. Donc U en ordonnée, I en abscisse. Donc ici j'ai U, ici j'ai I, et voilà la courbe que j'obtiens. Et puis j'ai une intensité qui est nulle à peu près, si je prolonge ma droite, pour à peu près 3 volts ici, j'ai une intensité qui vaut 0. À partir de quelle tension l'électrolyseur peut-il fonctionner? Je vois, il suffit de prolonger cette droite-là, qu'à partir de 3 volts ici, c'est là que ça commence à fournir de l'intensité. En dessous, j'aurai à 0 intensité, donc 0 courant, ça sert à rien. Par quelle fonction peut-on modéliser la courbe U égale F de I? Là, j'ai affaire à une droite qui ne passe pas par l'origine, donc il me faut une fonction qui soit une équation du type Y égale AX plus B, où X, c'est l'ordonnée, donc X c'est I, Y c'est l'abscisse, c'est U, et A, c'est le coefficient directeur qui doit être positif. Et j'ai une ordonnée à l'origine qui est positif. Le coefficient directeur est positif parce que ça monte, et l'ordonnée à l'origine est positive parce que ça démarre à une valeur positive. Donc, si je dois avoir une équation de ce type-là, quand je regarde cette équation-là, et les équations proposées, la seule qui correspond, c'est celle-là. C'est la 1. Et on trouve E, qui est l'ordonnée d'origine, qui vaut environ 3 volts. Et on peut calculer aussi le coefficient directeur. Moi, je l'ai fait calculer avec la courbe de tendance. Et j'ai trouvé environ 23 ohms. Parce qu'attention, j'ai des milliampères ici. Donc si je calcule ça en mettant les choses en ampères, ça me fait 23 comme coefficient directeur. C'est ce qu'on appelle la résistance interne de l'électrolyseur. Quel est le lien entre l'intensité et la production de gaz observée? Alors, je tâcherai de vous mettre un lien vidéo vers ce type d'expérience, mais il va de soi que plus j'ai une intensité importante et plus j'ai du gaz qui s'échappe. C'est relativement évident. Hein. Plus l'intensité augmente, plus la quantité de gaz libérée est importante. Il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction qui fait intervenir un transfert d'électrons au cours duquel, c'est la réaction au cours de laquelle il y a production de gaz. Alors comment fonctionne cet électrolyseur? Quand on ajoute un indicateur coloré type bleu de bromothymol dans la solution de sulfate de sodium, on va voir des colorations qui changent. C'est jaune quand j'ai la présence d'ion H+, et ça devient bleu quand j'ai la présence d'ion hydroxyde, HO-. On le voit ici, en fonction du pH, c'est vert entre 6 et 7, c'est bleu quand c'est basique, et c'est jaune quand c'est acide. Donc quand il y a du H+, ici, en solution, ou quand il y a du OH- ici, c'est bleu. Et on constate, je vous avais mis les couleurs qu'on obtient ici dans les tubes quand on le fait fonctionner. L'intensité, je vous ai dit qu'on avait réglé à 0,200 mA pour le fonctionnement. Notez la couleur des tubes dans les tubes à essai. On constate que le tube 2 devient jaune, pendant que le tube 1 devient bleu. Donc ça veut dire que le tube 2, il a présence d'ion H+, tandis que le tube bleu, lui, il a la présence ou l'absence d'ion H+, il a les ions OH- qui sont très présents. Alors comment circulent les électrons?
j'ai le générateur qui est fixé comme ça. Donc le courant électrique, le sens conventionnel du courant, vous avez appris que c'était du plus vers le moins. Donc ça, c'est le sens du courant, pas des électrons, hein. Donc I circule dans ce sens-là. Comme ça, dans la boucle. Je ne parle pas du voltmètre, qui est un appareil de mesure, donc je fais comme s'il n'existait pas ici. Ma boucle principale d'électrolyseur, elle est là. Ça, c'est juste un appareil de mesure. Maintenant, le sens des électrons, c'est en sens inverse, qui sont chargés négativement. Donc, ici, j'ai le courant électrique. Les électrons, eux, circulent en sens inverse, ici en vert. Comment interpréter les couleurs? La coloration bleue montre dans le tube 1 montre que la solution est devenue basique, il s'est formé des ions H-. La coloration jaune dans le tube 2 montre que la solution est devenue acide, il s'est formé des ions H+. Alors qu'ils étaient en égale quantité avant, ce qui expliquait que j'avais pas forcément de couleur, c'était plutôt vert. Bon, alors maintenant, à partir des informations et des réponses précédentes, écrire les demi-équations qui se produisent à chaque électrode en faisant intervenir les ions formés aux électrodes. Alors, rappel des couples oxydoréducteurs de l'eau. J'ai H2O, H2, O2, ouais. J'ai ces deux couples-là qui sont proposés. Sur l'électrode 1, tube 1, les électrons sont consommés et s'est produit une réduction. Alors, pourquoi tube 1, les électrons sont consommés? Parce que les électrons arrivent par ici. Je prends une coloration verte. Et donc, ils arrivent ici, les électrons. S'ils arrivent là et que la réaction se produit ici sur l'électrode, dans l'eau, c'est qu'ils sont consommés. Alors que là, ils vont être libérés, parce que la réaction qui est ici, elle va libérer des électrons qui vont descendre. Donc dans le tube 1, j'ai les électrons qui sont consommés, donc j'ai une réduction. C'est une réduction des électrons consommés. L'eau, elle est réduite en H2 en produisant des ions HO-. Donc on va écrire la demi-équation. L'eau est réduite en H2. Alors, H2O qui donne H2, et je sais qu'il se dégage des HO-. Après, je vais devoir équilibrer et faire apparaître des électrons. Les électrons, ils doivent apparaître de ce côté, puisque c'est une réduction. J'ai trois hydrogènes. Donc là, j'ai un petit souci pour équilibrer les hydrogènes. J'ai un oxygène. Donc si je veux m'en sortir, il va falloir que déjà je m'arrange pour avoir un chiffre pair d'hydrogène ici, pour que je puisse équilibrer avec ces hydrogènes-là qui vont toujours par 2. Donc là au total j'ai 4 hydrogènes, 2 oxygènes. Donc en mettant un 2 ici, je vais avoir 4 hydrogènes et 2 oxygènes également. Donc au niveau des éléments, c'est tout équilibré. Et il reste plus que la charge. Ici j'ai 2 moins. Pour que ce soit équilibré, il faut que j'ai 2 moins également à gauche. Donc je mets les 2 électrons. Voilà l'équation qui se déroule sur le tube 1, au niveau du tube 1. Maintenant, sur l'électrode 2, les électrons sont libérés, je l'ai dit, donc c'est une oxydation. Du coup, je vais avoir de l'eau qui produit du O2 en étant oxydée, c'est-à-dire en libérant des électrons. Donc je vais écrire que l'eau est oxydée en O2 en produisant des ions H+, selon la demi-équation suivante. L'eau va produire O2 et libérer des H+, et je dois équilibrer. J'ai 2 oxygènes, j'en ai qu'un seul ici. J'ai un hydrogène, j'en ai 2 là. On peut équilibrer l'oxygène en premier. Je mets un 2 devant H2O. Maintenant j'ai 4 hydrogènes, il m'en faut 4 là, je mets un 4 ici. Il me reste à équilibrer la charge. Je vais ajouter 4 électrons pour avoir la même charge qu'ici, c'est-à-dire la neutralité. Donc plus 4 électrons. 4 électrons, 4 plus, ça fait bien 0, comme ici. Donc ça, ce sont les deux équations qui se produisent réellement aux électrodes, elles sont réellement produites. Je pourrais mettre une flèche, ça marcherait aussi. Et puis après, je peux les combiner pour faire l'équation globale, mais c'était pas demandé tout de suite. Voilà ce qui. Alors je pourrais faire une flèche. Ce sont des réactions qui se produisent réellement, ça. Identifiez l'anode et la cathode sur le schéma en justifiant votre choix ci-dessous et donnez l'équation bilan totale pour l'électrolyseur. Donc anode, cathode. Je rappelle que anode, ça commence par une voyelle. Donc c'est comme l'oxydation qui commence par une voyelle.
Et cathode, ça commence par une consonne. Cathode, ça commence par un C. Donc, c'est une réduction, parce que réduction, ça commence par une consonne aussi. Donc, l'anode, c'est l'oxydation, c'est donc le tube 2, l'électrode 2. La cathode, c'est la réduction, c'est donc le tube 1. Donc, au niveau du tube 1, c'est une réduction, c'est la cathode. Au niveau du tube 2, c'est une oxydation, c'est l'anode. Enfin, la réaction globale, il suffit de combiner ces deux réactions pour avoir la réaction globale, en faisant en sorte qu'il y ait le même nombre d'électrons. Donc il faudrait que je multiplie cette ligne-là par 2 pour que ça marche, pour que j'ai 4 électrons CD ici, captés, et que ça corresponde aux 4 électrons CD ici. Donc l'équation bilan est obtenue en multipliant la première demi-équation par 2 et en additionnant terme à terme. Alors je l'ai fait. Si je multiplie ici par 2, j'ai 4 molécules d'eau, plus 2 molécules d'eau, donc ça va me faire 6 molécules d'eau, plus 4 électrons, mais je ne vais pas les compter puisque je les obtiendrai aussi. Et ce que ça va me donner, c'est que ça va me donner 2 H2, plus 4 HO-, plus O2, plus 4 H+. Voilà, globalement, le bilan de l'équation qui est obtenue de l'électrolyseur. Je retrouve du H2, je retrouve du O2. Maintenant, vous avez appris en tronc commun que HO- et H+, qui se combinent avec de l'eau pour donner H3O+, ça réagit ensemble et ça a tendance à se neutraliser. On a l'autoprotolyse de l'eau et on a l'inverse, c'est un équilibre, HO- qui réagit avec H3O+. Soit c'est deux molécules d'eau qui forment ça, soit c'est ces deux-là qui forment deux molécules d'eau. Ça, on peut dire que ça va former deux molécules d'eau en se neutralisant. Et donc, globalement, le bilan de l'histoire, c'est que j'aurai que du H2 et du O2 à la fin. Et ça va se neutraliser pour donner des molécules d'eau au sein de la solution. Donc, j'ai un tube qui collecte un gaz qui est du dihydrogène et 2 fois plus que l'autre tube qui est du dioxygène. Exprimer la quantité de matière d'électrons échangés en fonction de I et de delta T, de E et de Na. Puis on donne ces relations qu'on avait déjà vues pour l'oxydation des métaux. La quantité de charge électrique qui a circulé dans le courant électrique pendant la durée delta T et avec l'intensité I est égale à I fois delta T. Mais cette même quantité de charge électrique, elle est égale à le nombre de moles d'électrons fois la charge d'un électron fois le nombre d'Avogadro. Donc si je mets ces deux équations côte à côte, I fois delta T, c'est également égal à N d'électrons fois E fois Na. Moi, ce que je veux, c'est la quantité de matière d'électrons. Donc, je vais extraire N d'électrons de cette expression. En faisant passer ce terme-là de l'autre côté, il va passer dessous. Donc, je vais me trouver avec I fois delta T sur E fois Na. I, c'était 200 mA, donc 0,2 ampères. Delta T, on l'a fait fonctionner pendant je sais pas combien de temps, on va pouvoir faire le calcul de tout ça. E c'est 1,6 10-19 et Na c'est 6,02 fois 10 puissance 23. On déduire la quantité de matière des gaz produits lors de cette électrolyse. Donc on peut calculer la quantité de matière d'électrons et ensuite en déduire la quantité de matière de H2. Quand je regarde ce bilan ici, je vois d'après les équations qui sont ici que la quantité de matière de H2 que je vais obtenir, elle est 2 fois plus faible que la quantité de matière d'électrons, puisqu'il me faut 2 électrons pour fournir un H2. Donc ça va se traduire avec cette équation-là, cette relation-là. La quantité de matière de H2, elle est égale à la quantité de matière d'électrons divisée par 2. Il y a 2 fois plus d'électrons. Cette quantité de matière d'électrons, je peux la calculer avec la relation précédente, ici. Et donc, je la mets, cette quantité de matière d'électrons qui est ici, et je la divise par 2. Je trouve 3,1 fois 10 puissance moins 3 mol. On a fait fonctionner 5 minutes fois 60 secondes, ça c'est la durée delta T. 0,200 c'est l'intensité, c'est I. Et puis en dessous, vous avez 2 fois E fois Na.
Maintenant, si je veux déterminer les volumes que ça représente, alors ça c'est le gaz H2. Maintenant, si je prends l'équation obtenue ici, je vois que la quantité de matière de O2 obtenue, elle doit être 2 fois inférieure à la quantité de matière de H2 obtenue. Donc la quantité de matière de O2 va être 2 fois plus faible que celle-là, donc 3,1 divisé par 2. Ça me fait 1,6 10-4 mol. 10-3, pardon. Si c'est bien du 10-3 là, c'est du 10-3 ici aussi. Enfin, tous les gaz ayant le même volume molaire, c'est-à-dire pour une mole de gaz, ça fait un volume constant de 24 litres, quand on est à 25 degrés à pression ordinaire, que ce soit des H2 ou du O2, une mole de ces gaz-là représente un volume de 24 litres. Donc il faut calculer le volume de chaque gaz qu'on est censé obtenir. Donc il suffit de multiplier ce chiffre-là par le nombre de moles obtenus ici. Quand je cherche le volume de dihydrogène, je multiplie le nombre de moles d'hydrogène par ce volume molaire. Alors c'était du 3,1 10-4 ici, et donc ici c'est bien du 10-4. J'avais fait une erreur que j'ai pas corrigée, c'est 10-4 obtenu. Donc quand je multiplie par 10-4 fois 24, j'obtiens 7,5 ml de dihydrogène dans le tube 1, alors que dans le tube 2, j'obtiens 3,8 ml, la moitié. Et lorsqu'on fait l'expérience, on constate que j'ai pour un tube 2 fois moins de gaz que pour l'autre, et les volumes, si c'est gradué sur ces tubes, correspondent à peu près à ce qu'on a obtenu par le calcul. Ces mesures sont en accord avec le résultat théorique de la question précédente. Voilà pour aujourd'hui. Vous avez tout le loisir de faire des pauses, de regarder ces choses-là, etc. Je vous transmets par mail le travail à faire pour jeudi prochain avec le prochain TP. Je vous souhaite une bonne semaine et à jeudi prochain. Au revoir.